Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici les titres du jour. D'abord, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. Voici quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. On découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Quel va être l'objet de votre chronique du jour? Les études en Grande-Bretagne. Et on en parle dans un instant. Mais d'abord, c'est notre grande question du jour. Il y a quelques jours s'est tenue la journée annuelle d'information et de sensibilisation à l'épilepsie. Une journée créée en 2008 au Canada par une petite fille alors âgée de 9 ans et souffrant elle-même d'épilepsie. Son objectif était alors de lutter contre les idées reçues autour de cette maladie afin que celles et ceux qui en sont atteints se sentent un peu moins seuls. Changer de regard sur cette maladie est essentiel et on va tenter d'y contribuer modestement aujourd'hui dans l'émission avec nos invités. On reçoit d'abord Marion Richard. Bonjour Marion. Bonjour Philippe. Je suis ravie de vous recevoir dans l'émission. Vous êtes professeure agrégée de biochimie dans l'enseignement secondaire, bénévole et administratrice de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Vous êtes accompagnée de votre fils Gaspard, 22 ans depuis hier. Bon anniversaire Gaspard. Merci. Vous êtes étudiant en communication et concerné par l'épilepsie. On en parle dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, qui nous propose dans un instant un nouvel épisode de sa série La famille tout écran qu'on découvre tout de suite. On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotché à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accro. Oh, non, c'est pas vrai. On fait attention. Ouais, très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer? Non, tu touches pas à mon téléphone. Et puis tu sais très bien que j'ai pas de jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Glossy Fruity Loops. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. Mais c'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamné à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi. On commence par des chiffres affligeants et inquiétants qui montrent bien l'ampleur de la tâche qu'il reste à mener en matière de sensibilisation à l'épilepsie. 72% des Français qui seraient prêts à discriminer une personne atteinte de cette maladie. 23% aussi qui n'aimeraient pas tomber amoureux d'une personne qui en souffre. Voilà des chiffres tirés d'une enquête Odoxa pour la FFRE en 2016 qui ne révèle qu'une infime partie du quotidien de plus de 650 000 patients souffrant d'épilepsie en France. La sensibilisation, vous l'aurez donc compris, est essentielle. Et on commence à en faire partie dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, donc Marion et Gaspard Richard. Gaspard, si vous voulez bien, on commence à en parler avec vous. Vous avez donc 22 ans depuis hier. Vous êtes le troisième d'une fratrie de 4 garçons. Vous aimez le sport, passez aussi du temps avec vos amis. Vous aimez bien la politique aussi. Vous étiez plutôt bon élève et avez suivi une scolarité qu'on peut qualifier tout à fait normale jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui va venir bouleverser votre vie. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce jour-là ? C'était un matin, justement. On allait partir en vacances. J'avais 14 ans à ce moment-là. Et voilà, une crise d'épilepsie. On ne sait pas trop ce que c'est au début. On est un peu perdu. Et puis, mon petit frère me retrouve dans ma chambre, par terre, en train de faire une crise d'épilepsie. Donc déjà, ça montre que voilà, ça ne m'a pas seulement touché moi, ça a touché vraiment toute ma famille. Bien sûr. Dans un premier temps, mon petit frère, puis ma mère qui m'a retrouvé. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé, on va dire, cette petite aventure de cette maladie dans ma vie, dans notre vie, parce que ça touche
Encore une fois, vraiment toute la famille, les amis que j'avais déjà. Il n'y avait aucun signe avant-coureur de la maladie. Voilà, aucun signe. On s'y attendait absolument pas. Enfin, tout allait bien, j'étais en bonne santé. Comme vous avez dit, j'avais plutôt des bonnes notes. Donc vraiment, tout se passait bien. Marion, vous appelez alors à ce moment-là les pompiers qui mettent de suite un nom sur ce qui vient d'arriver à Gaspard, ou vous attendez quelques heures, quelques jours avant de savoir ce que c'était? Il parle tout de suite de crise d'épilepsie. Alors nous, quand la crise est arrivée, on ne pense pas tout de suite à la crise d'épilepsie parce qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais été confronté à une crise. J'en avais entendu parler, j'avais une idée de ce que c'était, mais assez vague. Et effectivement, ce fameux jour où son plus jeune frère, m'appelle en me disant il se passe quelque chose et que je le vois allongé par terre en convulsant, moi j'ai cru qu'il mourait. Donc là, on a appelé les secours et je leur disais il est en train de mourir. Et donc les pompiers sont arrivés. Quand on a expliqué, là on nous a dit ça ressemble à de l'épilepsie. Mais eux n'ont pas vu la crise, donc ils ne pouvaient pas vraiment nous... Oui, ils sont arrivés plus tard. Voilà, ils arrivent après. Était terminée. Vous aviez, effectivement, vous étiez à cette époque-là enseignante dans le secondaire. Vous n'aviez effectivement jamais été confrontée à une crise d'épilepsie, même d'un élève à cette époque-là. Jamais. Vous ne saviez pas du tout à quoi ça ressemblait. Jamais. J'avais eu un élève qui faisait de l'épilepsie. Parce que vous savez, souvent, en début d'année, on fait remplir une petite fiche avec les informations pour en connaître un peu plus sur nos élèves. Et une personne, une fois, m'avait marqué épileptique. Et je dois dire que, ne sachant pas vraiment ce que c'était, je ne m'étais même pas informée et inquiétée. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'épilepsie aujourd'hui? On entend souvent dire que l'épilepsie, il n'y a pas qu'une épilepsie, il y en a plusieurs. Est-ce que vous sauriez la définir aujourd'hui? Alors, l'épilepsie, c'est une hyperactivité dans le cerveau à un moment qui se déclenche d'un coup. Un peu comme un orage ou un sapin de Noël qui se mettrait à clignoter comme ça. Et donc, tout s'embrase. Et les signes extérieurs les plus connus, c'est la crise convulsive, celle que fait Gaspard, ce qu'on appelle la crise tonico-clonique. Mais ce n'est pas la plus courante. Et en fait, il existe plus de 80 syndromes épileptiques, donc avec des symptômes, ce qu'on voit à l'extérieur qui est très différent, qui va de l'absence, qui est 1, 2 secondes ou 30 secondes, où on déconnecte de la réalité. À l'école, on va parler d'un enfant qui est dans la lune. On va dire, il n'a pas écouté. Non, en fait, il fait une crise d'épilepsie. Mais ça peut être, selon l'endroit dans le cerveau où se passe cet orage, ça peut être des hallucinations visuelles, des hallucinations olfactives. Ça peut être juste un bras qui va faire des mouvements comme ça, anormaux. Un clignement des yeux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment hyper varié et du coup très difficile à diagnostiquer, j'imagine, effectivement, d'où l'importance de la recherche. On va en parler dans un instant. Ça touche quand même 4000 nouveaux enfants atteints par la maladie en France chaque année, un peu moins de 700 000 personnes traitées pour l'épilepsie. Gaspard, le temps passe, les crises se multiplient. Vous en faites maintenant à peu près une fois par semaine, c'est ça? C'est ça. Et vous ne les sentez pas arriver. Une fois qu'elles sont passées, vous ne vous en souvenez plus? Oui, je les sens absolument pas arrivé, donc bon, ça engendre malheureusement parfois quelques chutes et quelques blessures. Bien sûr. Et puis oui, voilà, quand je me réveille, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. De temps en temps, je suis dans le canapé, je fais une crise, et en réalité, je pense juste que je me réveille d'une petite sieste devant mon film. Ah oui, effectivement, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Marion Gaspard obtient son bac haut la main en plein Covid-19 et malgré les difficultés dont on vient de parler, arrive alors l'entrée à l'université et c'est là où les choses se compliquent encore plus. Oui, alors sa scolarité, je ne sais pas si on parle un peu de sa scolarité au lycée. Donc il était dans un lycée qui a été très à l'écoute de ses difficultés. On n'a pas eu du tout de difficulté à mettre en place un tiers-temps, est-ce qu'il ait le droit d'utiliser l'ordinateur. Il y a eu des aménagements d'emploi du temps, voire même des suppressions de cours. On est même arrivé à un redoublement parce qu'il ne pouvait plus suivre. Une scolarité normale. Voilà. Donc très à l'écoute. Et en même temps, c'est pas toujours simple parce que vous avez un tiers-temps, par exemple. On vous dit, vous êtes ralenti, fatigué, problème de mémorisation, de concentration à cause de la maladie et des traitements. Donc, on vous accorde ce tiers-temps, mais tout le monde vient à 9h pour l'examen. Vous, il faut venir à 8h du matin. Or, c'est une maladie où on est fatigué, où on a besoin de dormir plus. Et donc, il faut se lever à 7h du matin pour être à l'examen à 8h avec tout ce que ça représente. Donc vous avez un tiers-temps, mais il n'est pas placé comme il faut. Bon, et ils ne peuvent pas se rendre compte et c'est difficile d'aménager pour
pour tout le monde, on comprend bien, mais voilà, c'est pas aussi simple que ça. Non, j'imagine. Gaspard, vous êtes alors passé d'une fac de droit au début de vos études. Maintenant, vous êtes à l'ISCOM, c'est bien ça? C'est ça. Qui est pour le coup, là aussi, très à l'écoute de vos problèmes de santé, qui fait tout ce qu'elle peut pour allier les cours, les rendez-vous médicaux aussi, j'imagine. C'est ça. C'est là où on voit vraiment la différence entre l'université, où on est un peu noyé au milieu de, on va dire, de centaines, voire presque de milliers d'élèves. Bien sûr. Et donc, forcément, c'est compliqué pour eux de gérer. Alors que, voilà, dans une école privée, à l'ISCOM, je suis dans un milieu où c'est plus facile de gérer tous les élèves. Et donc, voilà, ils prennent le temps et ils me laissent vraiment ce qu'il faut pour gérer plus facilement, on va dire, mon épilepsie. Et j'imagine que ça vous change la vie aussi. Complètement. Complètement. On le voit, vous en êtes le porte-parole aujourd'hui, porte-parole de l'impact aussi que l'épilepsie a sur une vie, une scolarité, des études, plus tard aussi peut-être un métier. Je vous remercie à nouveau d'être là pour en témoigner. Merci. Quel message vous souhaiteriez porter aujourd'hui à celles et ceux qui peuvent nous écouter, nous regarder, qui sont peut-être aussi atteints d'épilepsie sur ce sujet d'information et de sensibilisation à cette maladie? Déjà, il faut essayer d'être à l'écoute de tous ceux qui veulent vraiment, tous les épileptiques qui ont envie d'en parler, même si malheureusement il y en a peut-être pas assez, parce que de par, on va dire, un peu cette discrimination, comme vous l'avez évoqué au début, tous les épileptiques n'ont pas forcément envie de parler de leur maladie. Tout à fait. Et donc, c'est aussi certainement pour ça qu'on n'est pas que tout le monde n'est pas suffisamment au courant de comment agir face à cette maladie. Et voilà, donc j'ai envie de dire, si possible, si tous les épileptiques pouvaient en parler aussi facilement que moi, j'ai envie de dire. Voilà, ça pourrait, on va dire, aider tout le monde. Et donc, ce serait plus simple. On va continuer justement à parler sensibilisation, traitement aussi, dans un instant, si vous le voulez bien, tous les deux ensemble. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités Marion et Gaspard Richard pour parler épilepsie. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, au programme de votre chronique aujourd'hui, partir étudier en Grande-Bretagne. Dites-nous tout. Alors effectivement, la Grande-Bretagne attire énormément d'étudiants français. C'est le 3e pays qui en accueille le plus, après la Belgique et le Canada. En 2022, c'est 14 000 Français qui ont fait une partie de leur cursus en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est simple de partir au Royaume-Uni pour étudier ? Alors ça n'a jamais été simple, mais aujourd'hui, ça l'est encore moins. Depuis le Brexit, eh bien, les étudiants français sont, on va dire, moins accueillis qu'auparavant, c'est-à-dire qu'avant ils avaient le statut à peu près similaire aux Anglais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce sont des étudiants étrangers. Donc financièrement, ça a beaucoup changé pour les familles françaises. Alors qu'avant, on était autour de 8 000 à 10 000 euros l'année, c'est passé à 25 000 ou 30 000 euros l'année. Quand on connaît le niveau de vie qu'il faut avoir pour habiter à Londres, par exemple, on se rend compte que la facture est extrêmement élevée pour les Français. Effectivement. Alors, quelles sont, Alexandra, les universités les plus prestigieuses, en tout cas celles qui attirent le plus de nos lycéens français ? Alors, vous n'allez pas être étonnés, évidemment, des noms qu'on connaît tous, comme Oxford, comme Cambridge, comme UCL. À Londres, il y a aussi une autre université, Imperial College, et puis l'université d'Édimbourg. Mais j'aime pas trop faire un classement comme ça, un petit peu bête et méchant, parce que ça dépend des spécialités. Évidemment, si vous voulez faire du business ou du droit, eh bien, le classement n'est pas le même. Comment est-ce qu'on postule justement à ces universités, Alexandra, en tant que Français ? Alors, il y a un système anglais, un peu comme Parcoursup anglais, qui s'appelle UCAS, et qui est quand même très différent. C'est-à-dire, ils ne recrutent pas de la même façon. Il faut savoir qu'il y a énormément de propositions déjà de formation. On peut y faire du commerce, des relations internationales, de la psychologie, de la physique, de la musique, de la géographie, de l'architecture. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. L'étudiant doit faire, enfin le futur étudiant doit faire 5 choix. Donc vous voyez, moins que Parcoursup. Parcoursup, c'est 10 choix. Ensuite, il va rédiger une lettre de motivation qui est extrêmement importante, mais qui n'est pas spécifique à chaque formation qu'il a choisie. Il va faire une lettre pour toutes les formations. Une autre chose qui est très différente, c'est qu'il va falloir élaborer une sorte de prédiction de notes au baccalauréat. C'est très particulier. Nous, en France, eh bien, on va prendre le dossier scolaire. UCAS demande à ce qu'un professeur référent ou une personne référente de l'établissement fasse une sorte de prédiction des résultats que le jeune pourrait avoir au bac. Il faut un bon niveau d'anglais aussi, alors, j'imagine. Évidemment, il faut montrer patte blanche. Donc, en général, on a besoin d'une certification, soit l'IELTS, soit le TOEFL, avec un score demandé en fonction des universités. Est-ce que le calendrier est à peu près le même qu'en France ? Alors, le calendrier n'est pas le même qu'en France. Ça se passe beaucoup plus tôt. Par exemple, pour Oxford, Cambridge et certaines filières comme la médecine, dentaire, etc., c'est en octobre de l'année terminale. Ça va très très vite. Le 15 octobre, il faut avoir tout fait. Et pour les autres, c'est fin janvier. Et pour les admissions ? Alors pour les admissions, il va d'abord y avoir une réponse, on va dire des pré-réponses par les universités, qui du coup vont dire à l'étudiant, on vous demande d'avoir telle mention au bac. Donc vous voyez, c'est une première étape. L'étudiant va pouvoir se positionner ensuite en disant, ben voilà mes 2 souhaits, voilà les 2 universités que je souhaite. Ça, c'est pour le mois de juin. Les universités ensuite vont se positionner, bien sûr, en fonction des résultats du bac du jeune, en juillet. Et il y a même une étape complémentaire, une phase complémentaire, comme Parcoursup. Les universités anglaises ont gardé quelques places pour ceux qui se réveilleraient un petit peu tardivement. Est-ce que c'est facile de postuler, Alexandra, à UCAS ou est-ce qu'on a besoin de se faire aider ? Non, ce n'est pas facile de postuler à UCAS. Évidemment, c'est très compliqué. Déjà, choisir les 5 formations qu'on souhaite rejoindre, c'est vraiment très compliqué parce qu'il faut aller regarder le programme dans l'université. Ensuite, rédiger la lettre de motivation en anglais, bien sûr. Eh bien, c'est pas simple. On va attendre, les universités attendent vraiment que le jeune explique ce qu'il a fait dans sa vie. Enfin, voilà. Donc ça, il vaut mieux être accompagné, bien sûr. Et puis, les notes prédictives, ça, vraiment, c'est pas simple de dire, voilà, au bac, je pense avoir telle note. Il faut viser juste. Il faut viser juste, c'est vraiment très, très important. C'est pourquoi, eh bien, certaines personnes, certains coachs proposent un accompagnement. Attention, les prix peuvent être vraiment prohibitifs. Certains vont jusqu'à demander 10 000 € pour postuler à UCAS, alors que ça ne coûte que 30 € de postuler à UCAS. Donc,
Voilà, il faut faire attention, surtout que ce qui est très important, c'est de savoir que c'est quand même le dossier académique qui fera la différence. Effectivement. On peut un petit peu faire une différence avec une belle lettre de motivation, mais ça ne va pas faire toute la candidature. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra, pour tous ces conseils sur les études en Grande-Bretagne. Et puis nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk avec nos invités. Et on continue la deuxième partie de ce talk avec nos invités Marion Richard, professeure de biochimie dans l'enseignement secondaire, bénévole et administratrice de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, et son fils Gaspard, 22 ans, étudiant en communication et concerné par l'épilepsie. On parlait juste avant, pendant le zap, vous nous disiez, Alexandra, que vous êtes famille d'accueil d'un chien qui permettrait peut-être de détecter l'épilepsie. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors exactement, nous sommes famille d'accueil. On a accueilli un bébé labrador au mois de décembre pour l'association Andy Chien. Et donc, on le garde 1 an. Et ensuite, il va partir en formation. Et peut-être que ce bébé labrador, qui sera devenu grand, sera un partenaire, le partenaire d'une personne touchée par l'épilepsie. Donc, vous, Gaspard, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, qui pourrait vous aider ? Tout à fait, parce qu'on a même donné notre candidature, on va dire envoyé notre lettre de candidature la semaine dernière. Donc ce serait formidable qu'on Vous allez peut-être récupérer le chien d'Alexandra. Je vais leur demander. Bon, Marion, vous êtes, je l'ai dit en introduction, depuis plusieurs années déjà bénévole et désormais administratrice de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Il s'agit de la seule fondation entièrement dédiée à la recherche sur l'épilepsie. Preuve, j'imagine qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore pas mal de boulot sur les sujets de recherche. Il y a beaucoup de travail sur la recherche, bien sûr, puisqu'on a quand même encore 30% des personnes épileptiques qui sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas au traitement et qui continuent donc à faire des crises, ce qui est un problème au quotidien pour eux. Pour le type d'épilepsie, par exemple, que fait Gaspard, les crises tonico-cloniques où il y a une chute et donc un danger de se blesser, mais pour les autres crises aussi, parce que ça a un impact sur le quotidien de ces personnes. Le fait de pouvoir passer le permis de conduire, par exemple, il faut 1 an sans crise. Donc, quand on est pharmacorésistant, c'est pas de permis de conduire. Donc, c'est aussi une contrainte pour l'emploi. Pouvoir ne serait-ce qu'aller nager tranquillement dans la mer, quand on a un risque de crise, ce n'est pas possible. Enfin, il faut être vraiment accompagné, etc. Enfin, ça a beaucoup d'impact dans la vie quotidienne de ces personnes dont les gens n'ont pas conscience. Ils ne voient que la crise d'épilepsie. En se disant, Gaspard en fait toutes les semaines, mais il y en a qui en font 2 par an, ou 1 par mois, ou plusieurs par jour d'ailleurs. Et donc tout ça a des conséquences sur leur vie sociale, sur leur quotidien, tout simplement. Et c'est important justement d'en parler. On est ravis en tout cas que vous soyez tous les deux là dans l'émission pour le faire. Gaspard, est-ce que vous diriez que les mentalités ont changé par rapport à l'épilepsie ? Je vous dis ça parce que nombreux sont les témoignages de patients notamment qui disent qu'à l'époque, on associait encore, il y a quelques années encore, l'épilepsie à une maladie mentale. Il y avait un peu cette idée que la personne qui faisait des convulsions était comme possédée par le diable. C'est ce qu'on voit dans certains articles de l'époque notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est aussi ça le rôle clé qu'a la sensibilisation ? Moi, j'ai certainement pas vu l'évolution parce que, on va dire que ça a commencé donc en 2016, donc j'avais 14 ans. Donc voilà, ça fait pas si longtemps, mais moi j'ai jamais subi, en tout cas, ce que j'ai pu lire et donc non, les mentalités sont plutôt bonnes. Par exemple, quand ils ont fait la sensibilisation dans mon école, les gens ont quand même été assez réceptifs, ont vraiment joué le jeu, cherché à apprendre. Et donc on va dire qu'on est sur la bonne voie et que voilà, petit à petit, les gens commencent à comprendre ce que c'est que l'épilepsie et donc ça avance. Vous partagez cet avis, Marion, au sein de la fédération dont vous faites partie ? Alors, je pense que Gaspard a la chance d'être dans une école, effectivement, où les gens se sont beaucoup engagés, donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, aussi parce que Gaspard en parle très facilement à ses camarades, à l'école, un peu partout. Et je pense que ça l'aide et ça aide les gens à accepter la maladie. Mais c'est pas vrai partout, en fait. C'est très difficile pour beaucoup de gens qui sont discriminés au travail, qui sont discriminés à l'école, parce que
parce que les enseignants ont peur de la maladie, ont peur de la crise, donc ne vont pas emmener les enfants en voyage scolaire, vont refuser telle ou telle activité, alors qu'ils ne devraient pas, dans la mesure où le neurologue a dit que c'était tout à fait possible, qu'il n'y avait pas de risque. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un besoin de formation aussi, pardon, je vous coupe, mais de formation aussi des enseignants, ils y sont peut-être pas du tout formés. Il y a un énorme besoin de formation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, avant que Gaspard soit malade, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire en cas de crise. Et pourtant, j'avais un élève épileptique dans une de mes classes et j'ai même pas pris la peine de m'informer. Donc, 1% de la population, c'est énorme. Ça veut dire que dans une école, il y a forcément un nombre important d'élèves qui peuvent être dans votre classe, mais que vous pouvez croiser dans un couloir et qui peut faire une crise à ce moment-là. Donc, je pense que tous les enseignants devraient être formés à ce que c'est qu'une crise d'épilepsie, les crises d'épilepsie, parce que tout de suite, on imagine la crise convulsive, mais il faut être capable de détecter une absence chez un élève et ne pas dire « Ah, t'es dans la lune, t'as pas fait ton travail » et le sanctionner pour ça, alors que le pauvre, il y est pour rien. Donc, oui, il y a un vrai besoin de formation. Nous, on y travaille à la Fondation, mais... Vous travaillez avec quoi? Avec des établissements scolaires notamment, avec le ministère? On se déplace dans les établissements scolaires, effectivement, pour faire de la sensibilisation, souvent à leur demande, parce qu'il y a un cas d'épilepsie dans leur école. Après, nous, on propose notre aide, mais les gens ne viennent pas, en fait, naturellement. Voilà. Et après, au niveau du ministère, oui, bien sûr, on a beaucoup d'actions. On agit pour améliorer la vie des patients épileptiques. Par exemple, la Fondation a permis la mise en place de l'ALD, c'est-à-dire la reconnaissance de l'épilepsie comme une affection de longue durée, ce qui n'était pas le cas avant que la Fondation travaille là-dessus, et donc le remboursement des frais à 100% de l'épilepsie. Donc, on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mythes aussi, Gaspard, autour de l'épilepsie et de comment on doit réagir quand il y a une crise qui survient. On dit parfois que quand une crise tonico-clonique, c'est comme ça que ça s'appelle, survient chez quelqu'un qui fait de l'épilepsie, on doit lui tenir la langue, voilà. Moi, j'ai déjà, par exemple, plusieurs amis qui ont essayé de me tenir la langue. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils se sont surtout fait mal aux doigts et voilà, mais voilà, c'était absolument pas utile et plutôt dangereux pour eux. Comment on doit réagir alors? Comment on doit réagir, c'est surtout essayer d'écarter au maximum les objets qu'il y a autour, parce que bon, je suis déjà tombé, donc potentiellement déjà blessé, mais je peux me faire encore plus mal avec les chaises, avec les meubles qu'il y a autour. Donc tout ce qu'on peut bouger, c'est vraiment essayer d'écarter. Mettre quelque chose potentiellement sous la tête, parce que à force de se taper par terre tout le temps, voilà, on peut se blesser. Et puis voilà, essayer de chronométrer aussi si possible la crise, parce que si elle dure plus de 5 minutes, là, on va dire qu'on peut commencer à s'inquiéter et à appeler le SAMU. Mais sinon, voilà, c'est pas forcément nécessaire d'appeler les pompiers, le SAMU. D'accord. Vous ne l'appelez pas, par exemple, à chaque fois que vous faites une crise? Non, du tout. Je m'en remets petit à petit. Ça prend un peu de temps, mais c'est plus de la fatigue que des blessures. Bien sûr, et toutes les implications au quotidien dont on ne se rend pas forcément compte, effectivement, et c'est important d'en parler. Avec votre parcours à tous les deux, les expériences aussi bien souvent difficiles que vous avez vécues, notamment dans le milieu universitaire, vous en avez parlé avec votre maladie. Si vous aviez, Gaspard, une baguette magique pour faire changer quelque chose dans la vie, dans les expériences que vous avez vécues ou dans votre vie à venir aussi, dans votre métier, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ce serait, au-delà de, évidemment, trouver un traitement révolutionnaire? Le remède miracle, j'ai bien compris que ça n'existait pas, mais voilà, si on va dire tout le monde pouvait être informé et formé sur ce qu'il faut faire et voilà, comment réagir face à une crise et voilà, pouvoir potentiellement donc nous aider et comprendre ce qu'est l'épilepsie en fait. Vous faites partie de cette sensibilisation aussi, effectivement. Marion, si vous aviez aussi une baguette magique, quelle serait votre première action? Alors, moi, je pense qu'il serait important qu'il y ait une prise en charge globale du patient épileptique. Parce que pour le moment, tout est très cloisonné. C'est-à-dire qu'on va voir le neurologue. Le neurologue, il va donner un antiépileptique pour essayer d'arrêter les crises.
Et puis tout le reste, ils s'en occupent pas. Or, l'épilepsie, c'est une maladie beaucoup plus complexe, ça a des conséquences psychologiques. On peut comprendre qu'il y en a qui veulent même plus sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de faire une crise. Donc il faut un accompagnement psychologique, voire psychiatrique quand c'est un peu plus compliqué et que les personnes sont en dépression. Peut-être aussi neuropsychologique. Parce que les traitements, ça ralentit, ça a un impact sur la concentration, la mémorisation, etc. Et tout ça, en fait, quand vous êtes pris en charge à l'hôpital, tout est cloisonné et vous n'arrivez pas à avoir ces rendez-vous-là. C'est-à-dire que vous êtes suivi par un neurologue et point trait. Ouais. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Prise en charge globale, c'est ce que vous souhaitez en tout cas. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur le plateau. Je souhaite que cette émission, comme toutes les autres sur le sujet, soit un tremplin pour montrer ce qui a déjà été fait aussi et ce qu'il nous reste à faire en matière de sensibilisation, parce que vous l'aurez compris, c'est absolument essentiel et vous y contribuez activement tous les deux. Merci infiniment Marion Richard et Gaspard. Bon anniversaire encore Gaspard. Merci aussi à Alexandra d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et nous on se retrouve comme tous les jours dès demain 12h30 sur School TV. Bonne journée.